OK. Premièrement, ma petite mise en contexte, pour moi, c'est important de la faire. Je tiens à vous dire que ce qu'on vous présente ici, ce n'est pas la vérité, c'est notre vérité, notre réalité. Je vais vous suggérer d'être ouvert, d'être curieux, d'être créatif, d'être rêveur, d'être critique. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, vous avez le droit de ne pas être d'accord puis de voir les choses différemment. C'est une richesse que d'avoir une diversité d'opinions. Donc, pour moi, c'est très important. Ne repartez pas d'ici en ayant l'impression que vous avez appris la science infuse. Ce n'est pas le cas. C'est notre modeste expérience qu'on va vous livrer avec toute la passion que nous avons pour notre engagement. Alors, premièrement, qu'est-ce que Point de rue? C'est un organisme communautaire en travail de rue qui offre aussi un centre de jour, un journal de rue et l'inclusion sociale par l'art et la culture. Je n'y vais pas plus loin parce que vous pouvez tout simplement faire pointderue.com. OK, j'y vais rapidement. Je vais vous présenter le modèle de Xavier Manueli qui, dans son ouvrage « La fracture sociale », nous parle très bien du processus qui amène quelqu'un à la rue, qui n'est pas un choix. Premièrement, il va identifier, c'est comme si l'écran ici était l'ensemble de la société, et il va identifier 3 zones. Une première zone de précarité. Je n'ai pas besoin de vous en parler longtemps, des gens en situation de pauvreté, des gens avec certains handicaps, des gens avec certaines déficiences, peu importe, des gens en situation de précarité. D'ailleurs, les étudiants qui sont, par exemple, aux études, qui ont besoin de travailler, qui sont loin de leur famille, qui sont parents, monoparentales, vous êtes dans des zones de précarité aussi. En fin de session, la précarité, ça se peut qu'elle augmente, beaucoup de pression. Oui, vous vous reconnaissez? Vous êtes précaires, mesdames. Maintenant, si la précarité augmente et que ça devient de plus en plus difficile, bien, ça se peut que la personne elle commence à s'isoler un peu plus. Il y en a des personnes qui commencent parfois à consommer un peu, soit pour aller chercher un peu plus de performance ou pour réduire le stress. Donc, progressivement, il va y avoir une deuxième zone qui appelle une zone de marginalisation. Donc, la personne devient à se distinguer contre son gré face au groupe. D'ailleurs, on parle dans la rue, je ne parle pas de gens marginaux, mais de gens marginalisés. Pour moi, c'est très différent. Et finalement, on va s'en aller vers la grande exclusion. Donc, plus qu'on s'en va ici, plus qu'on augmente les facteurs de risque et plus qu'on réduit les facteurs de protection. La personne qui se ramasse en plein milieu ici est une personne qui a très peu de lien avec son environnement. Je vais vous donner une image classique, une personne qui est sur le bord de la rue, qui a des problématiques de santé mentale, et la seule personne qui elle parle, c'est elle-même. Je me demande même parfois si le fait d'être seul au monde ne t'amène pas à développer des problèmes de santé mentale, parce que je pense que l'être humain, par définition, doit vivre en groupe et est un animal grégaire. Je constate que les gens qui sont isolés, qui sont seuls au monde, bien, définitivement, ils viennent en développer certains handicaps, certaines maladies, certains comportements déviants, mais qui sont adaptatifs à la fois. Maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, bien, évidemment que le souhait de tout guérisseur est de faire le chemin comme ça ici. Donc, de quelle façon qu'on peut prendre une personne et l'accompagner, la stimuler pour aller retrouver sa participation sociale active, sa citoyenneté? Bien, définitivement, par le lien. C'est simple, hein? Une personne est isolée, comment elle va pour s'en sortir? Bon, on crée des liens. Bien oui, c'est simple, mais c'est ça. Donc, le travailleur de rue va vouloir aller rejoindre les personnes qui sont ici, créer un premier lien et multiplier ce lien-là, le présenter à d'autres ressources, le présenter à d'autres gens, l'accompagner pour qu'il puisse tranquillement se refaire son tissu social par différents services. Puis tranquillement, la personne peut s'en venir ici et le processus de la vie normale jusqu'à la rue, ça peut être un processus qui se fait en 6 jours ou ça peut se faire en 6 ans. Il n'y a pas de rythme là-dedans. S'il y a une personne que, tu sais, moi, ça va bien en ce moment, j'ai ma famille, une femme qui m'aime, une fille superbe, je suis chanceux, j'ai tout. Il m'arrive un drame dans ma vie, je perds toute ma famille, je perds tout. Moi, je vous garantis que je peux être très bien vu dans la société, puis 3 jours plus tard, me ramasser, être en situation d'exclusion, de grande exclusion. Par contre, il est aussi possible que des processus se fassent de l'autre côté. On a vu des gens qui sont en situation de grande exclusion, qui vivent des révélations, puis qui sont capables de faire le chemin inverse. Donc, il n'y a pas de rythme là-dedans. Chacun a son propre rythme. Et le mandat qu'on a comme travailleur de rue, comme guérisseur, c'est de respecter le rythme de la personne, puis d'être là, même quand la personne fait un bout, puis des fois, il y a une rechute, puis qu'on revient. Il faut être là dans l'ensemble du processus. Autre élément important que je veux vous présenter. On a souvent la perception que le monde est composé de bons et de méchants. De bons pauvres, de méchants pauvres, mais aussi de bons professionnels et de méchants professionnels, de bons, etc. Pour moi, c'est important de vous parler de la dynamique oppresseur-opprimé qui est explorée par Paulo Freire, qui est un auteur brésilien super inspirant pour moi. On pourra mettre le lien sur le portail. Il nous parle de la dynamique oppresseur-opprimé. Donc, imaginons qu'on a un oppresseur ici, un opprimé ici.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une relation d'interdépendance. L'oppresseur a besoin de l'opprimé et l'opprimé a besoin de l'oppresseur. Hein? C'est simple, hein? Maintenant, c'est définitivement une relation qui est stérile. La haine, l'ignorance, le jugement de l'autre va venir caractériser cette relation-là. Alors que si on veut briser cette relation-là, on doit aller vers la rencontre de l'autre, l'ouverture, et j'ai même mis l'amour, un terme qu'on n'utilise pas assez souvent à mon goût, mais qui fait quand même partie de notre ouvrage, l'amour. Donc, si je rencontre quelqu'un qui est en situation de rue, qui est en maudit après la société, parce que depuis qu'il est haut de même qui se fait rejeter, c'est normal qu'il y ait de la haine face à la société. Si moi, je crée un lien avec lui pour lui dire « on ne se laissera pas faire, nous autres aussi, on va se battre, puis tu vas voir que les riches qui ont du cash, tu vas voir que nous autres aussi, on va aller s'en retirer, puis on va être capable, puis on va faire un bout, puis je ne te lâche pas là-dedans, puis ton agente d'aide sociale n'est pas correcte avec toi, tu vas voir qu'ensemble, on va y aller, puis on va y montrer que tu as ta place, puis tu as des droits, puis laisse-toi pas faire. » Qui est une attitude qui est beaucoup, vous l'avez vu de la façon que je vous le dis, qui est beaucoup guidée par de l'agressivité, qui est beaucoup guidée par un sentiment que j'ai en dedans de moi, qui est, à mon goût, beaucoup plus destructeur qu'émancipateur. Je souhaite que ma gang ne soit pas dans un processus d'oppresseur opprimé, mais qu'on prenne ça ici, puis qu'on le casse. Donc, vous comprenez qu'on est passé par une approche au Québec, on avait l'approche charitable, beaucoup par le clergé, les sœurs, les frères qui ont beaucoup enseigné, qui ont beaucoup soigné au Québec. Il y a moins de présence du clergé. Il y a eu de plus en plus des travailleurs sociaux, des travailleurs de rue comme nous autres, qui ont été à la rencontre des gens de la rue, mais dans un mode de défense de droit. Tu es dans la rue, tu te fais opprimer, je suis avec toi. On avait des travailleurs de rue qui étaient très anarchiques. On avait des travailleurs de rue qui étaient en maudit. Ils travaillaient avec la colère. La colère ne construit pas. Désolé. Maintenant, on croit à des travailleurs de rue qui sont non seulement médiateurs, donc qui ne prennent pas parti d'un bord ou de l'autre, mais qui veulent que les gens se rencontrent, mais on va avoir des travailleurs de rue qui travaillent dans une approche interprofessionnelle. Puisque le plus grand constat qu'on a dans les dernières années, c'est que quand on travaille seul, on est fait. On rencontre des gens qui ont une foule de problématiques, qui ont une foule d'enjeux, puis moi, je pense que comme travailleur de rue, moi, je vais faire cheminer cette personne-là, puis on va avancer. C'est faux! La seule façon d'y arriver, c'est de travailler en gang avec la personne qui est au cœur de cette gang-là. Parce qu'il faut croire d'abord et avant tout au potentiel émancipateur de chaque personne qu'on rencontre. Donc, on remarque une augmentation du phénomène partout en Occident, de plus en plus de gens dans les refuges, de plus en plus de gens dans la rue et des gens qui ont de plus en plus de problématiques. Si vous avez le goût de travailler là-dedans, je vous le dis, c'est un domaine qui engage. Quand j'ai commencé en travail de rue en 1996, on était 3 employés, maintenant on est 14. Puis je pense bien que dans 10 ans, on sera 30. Ce qui n'est pas nécessairement le signe d'un succès social, mais quand même, on fait un bon bout de chemin. Et je garde en tête que j'ai quand même comme objectif qu'un jour, en 2050, on fermera mon organisme parce qu'il n'y aura plus de besoin. Et ça sera le succès ultime. Si vous me demandez quel est le rêve pour Point de Rue, de fermer. Donc, augmentation, je vous le présente rapidement, vous irez lire le rapport annuel si ça vous intéresse. Donc, augmentation du nombre de personnes reçues au centre de jour. On est à Trois-Rivières, on reçoit environ 91 personnes différentes par jour en situation de rue. L'offre et la demande, donc la demande qui continue d'augmenter à chaque année. Vous voyez que l'offre ne suit pas toujours, malgré que la dernière année, on a quand même pu convaincre l'État d'investir chez nous. Il y a un petit bout qui s'est fait là. Toutes ces données-là vont être disponibles sur le rapport annuel avec les explications, les analyses. Et finalement, au niveau de la sécurité alimentaire, donc le nombre de portions qu'on a distribuées auprès des gens qu'on rencontre, qui est aussi en forte augmentation. Bref, vous avez le droit de me croire ou pas, mais définitivement qu'il y a de plus en plus de pression sur l'urgence sociale. Donc, on devient des pros à gérer l'urgence. On développe des services, de la distribution de seringues, l'intervention en situation de crise. On a des sites d'injection supervisés. On va travailler pour faciliter l'accès aux soins. Donc, on a vraiment une forte tendance à vouloir gérer l'urgence, ce qui est définitivement ce qu'il faut faire. Si on ferme les urgences, les gens n'arrêteront pas d'être malades. Il y a des gens malades qui se présentent à l'urgence, il faut en prendre soin, c'est vrai. Maintenant, l'urgence va soigner la maladie, mais on souhaite aussi gérer la santé. On souhaite que les gens ne font pas juste... La santé, ce n'est pas une absence de maladie. La santé, c'est une capacité, tu en parleras tantôt, une capacité à se développer, à s'actualiser, à s'émanciper. Donc, on va souhaiter non seulement que les gens puissent sortir de leur situation d'urgence, mais qu'ils puissent reprendre une vie à leur goût, comme nous faisons tous. Donc, c'est la volonté qu'on a avec les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, pour ce faire, nous allons souhaiter que chaque personne puisse avoir accès au projet commun.
Est-ce que c'est possible? Nous croyons que oui. Et depuis quelques années, on a mis en place une équipe interprofessionnelle composée de travailleurs de rue, travailleurs sociaux, psychoéducateurs, médecins, infirmières, podiatres, psychiatres, chiro, AQ, on a une batch, hein? Toutes des gens qui vont s'intéresser aux personnes qu'on rencontre dans la rue, qui vont trouver que d'abord et avant tout, ils ont droit d'avoir des soins comme vous tous, et on va en prendre soin avec des soins chaleureux, on va être proche d'eux autres, on va les accompagner dans leur processus, et on va leur offrir ce qu'on va appeler des portes de sortie. Maintenant, pour cette approche interprofessionnelle, nous voulons toujours faire un bout d'éducation populaire. C'est notre volet sensibilisation. Il faut travailler avec l'ensemble de la communauté si on veut permettre d'ouvrir les portes. Aujourd'hui, quand je viens vous présenter, vous pouvez peut-être penser que je ne suis pas en train de faire mon travail au quotidien, mais c'est l'inverse. Je suis en plein en train de faire mon travail parce que je parle de ce qu'on fait et je fais mon bout d'éducation populaire. Nous trouvons super important d'être liés de près à l'enseignement et à la recherche. Super important. On veut former, on a des stagiaires, on veut avoir des résidents, on veut avoir des gens qui se promènent chez nous, qui voient les réalités de rue pour parfois se sentir bien puis avoir le goût d'y travailler. Parfois, ne pas avoir le goût d'y travailler parce qu'on ne s'y sent pas bien puis c'est bien correct, mais on sait que ça existe. Déjà, on a un pas de plus de fait. Finalement, on va considérer que c'est une responsabilité partagée. Les gens de la rue, ce n'est pas le problème de point de rue. En fin de compte, ce n'est pas un problème. Pour moi, c'est un défi, et c'est un défi collectif. Autant pour les gens d'affaires que pour mes partenaires, que pour peu importe les gens de la communauté. Je pense qu'on avait tous un défi d'ouvrir les portes pour les personnes en situation de rue. Et finalement, on croit beaucoup à l'inclusion sociale par l'art et la culture, que je vous parlerai aussi un petit peu plus tard. Donc, bonjour tout le monde. Défi extrêmement ambitieux en 10 minutes de vous raconter un peu où j'en suis, professionnellement, personnellement, et où nous allons. Ici, qu'est-ce que je veux surtout vous dire, c'est mon vécu comme médecin, comme personne qui rencontre des gens. Hein? C'est déjà assez simple. Mais l'enjeu ici est de voir comment on intervient auprès de ces personnes-là et comment nous sommes dans notre intervention. Est-ce que ça vous est sûrement que vous, dans vos cours, ou j'imagine qu'une bonne partie d'entre vous a des étudiants hein, en sciences sociales, en psychoéducation essentiellement. Et donc, sûrement dans votre cours, hein, on intervient avec nous. Souvent, ça revient, ce thème-là. On est notre intervention, notre outil d'intervention. Eh bien ça, c'est vrai aussi en médecine, mais on l'oublie trop souvent. Et donc, qu'est-ce que je veux faire avec vous? C'est essentiellement partir du contexte historique, donc d'aller éventuellement dire qu'il y a une relation oppresseur-opprimé, mais de réaliser, puis quand je vous dis qu'il faut se regarder, de réaliser que le médecin, historiquement, est l'oppresseur. Et les intervenants psychosociaux personnifient l'oppression. Okay? Donc ça, c'est le contexte contextuel dans lequel, historiquement, la médecine, dans les années 50 et même avant, avant, c'était le guérisseur, mais là, après ça, dans un rôle, justement, d'opposition et de coupure par rapport à la pauvreté, initialement, on était aussi dans la charité. Mais là, éventuellement, on s'est professionnalisé, on est arrivé dans un rôle de paternalisme. Hein, donc, le père qui dirige avec un agenda qui lui appartient, hein, avec une vision de la santé qui lui appartient et des recommandations qui lui appartiennent. Et si la personne ne veut pas rien faire, ciao, bye, prochain, next. Et c'est une médecine qui est centrée sur le médecin. Et donc, je veux comme un peu faire du pouce à ce niveau-là et vous parler un peu des super travaux qui ont été faits depuis à peu près 20 ans. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, j'imagine, mais c'est l'évolution des approches en santé. Okay? Donc, ça va du paternalisme, comme on a parlé. Après ça, une approche centrée sur le patient, comme Philippe évoquait tout à l'heure, mais ça ne s'arrête pas là. Et je vais explorer avec vous 3 lieux d'application du nouveau paradigme, de la nouvelle façon de voir les choses, qui est le partenariat de soins, où on ne se contente pas de laisser la personne au centre, mais on la considère comme un collaborateur, comme un expert de son savoir expérientiel. Est-ce que vous avez déjà entendu ces mots-là? Savoir expérientiel, ouais. Autrement dit, de ce qu'il vit. Puis pour ça, il faut aller ailleurs, parce que si on reste dans notre ancienne façon de voir, eh bien, on va avoir les mêmes résultats. Hein? On va avoir des personnes qui, à la fois, ne se sentent pas écoutées, hein? Parce que pour adresser la santé et non la maladie, il faut être certain de parler à la personne et non aux pathologies. Hein? Ça, c'est un principe de base.
Et dans le lien qui est thérapeutique, et quand on parle de guérison, c'est ça, c'est de pouvoir arriver à développer des stratégies cliniques dans notre quotidien au niveau des compétences. Et ça implique le travail d'équipe, l'identification des conflits interprofessionnels qu'on a avec les autres, la considération des éléments contextuels okay, qui impliquent la personne. Éventuellement aussi, de voir sa propre limite comme professionnel. Hein? Puis ça, c'est facile à dire, mais c'est quelque chose d'intense. Et comme personne aussi. Hein? Historiquement, les médecins faisaient des 24 heures à l'urgence. Là, on n'a plus le droit. Bon, je sais pas, c'est peut-être une bonne idée, mais quand même. Et donc, ça implique de réfléchir sur notre façon d'aborder notre travail et ça implique un changement personnel. Donc, premier endroit, puis historiquement, c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Il y a 20 ans, quand j'étais travailleur de rue avec Philippe, j'étais contre la médecine, à quelque part. Bon, j'étais jeune, naïf, je ne connaissais pas vraiment ça. Je me disais, les médicaments, c'est pas bon. Les médecins, c'est les papas. Puis, finalement, ils ne font que diagnostiquer des maladies et s'intéressent qu'aux pilules. Okay? Ça, c'était ma vision. Bon, j'ai changé un peu, je me suis nuancé. J'ai toujours eu ces trois intérêts-là que je vais vous présenter. Et maintenant, c'est l'utilisation de la nouvelle façon ou du nouveau paradigme. Donc, on pourrait ici voir comme une santé globale qui considère les différentes facettes de la personne. Okay? Et ça, en soins de proximité, donc auprès des populations, c'est ça un peu la définition, donc on intervient auprès des populations les plus vulnérables avec des enjeux d'inclusion sociale, un peu ce que Philippe décrivait tout à l'heure, mais dans une perspective de santé globale. Et c'est ça l'innovation. De tout temps, on disait, on s'intéresse, on intervient auprès des oppressés. Non, c'est pas comme ça qu'on peut le formuler, mais c'est un peu ça, de dire, c'est qui ne goûte pas au projet commun? C'est des gens qui ont des problématiques d'inclusion sociale. On en a tous. En fin de session, on en a tous aussi. Hein? Et donc, de voir comment on peut arriver à porter ces idéaux-là à la clinique. Prochaine slide. Depuis 2014, on a développé une équipe de soins de proximité, probablement que vous en avez déjà entendu parler, à Trois-Rivières et aussi ailleurs au Québec. Donc, on a vraiment un mouvement des soins de proximité. L'objectif de ça, c'est justement de, à la fois, délocaliser les soins, donc aller vers ces personnes-là, premièrement, mais pas n'importe comment. Hein? Il y a les SIV, il y a déjà différentes équipes qui sont en santé communautaire ou dans les CLSC. Hein? Déjà, c'était cette vision-là. Mais qu'est-ce qui diffère? C'est la vision, justement, de la collaboration interprofessionnelle et du partenariat de soins avec la personne qu'on rencontre. Et ça, rapidement, c'est deux choses qu'il faut considérer. Premièrement, dire bonjour à l'autre, et c'est un peu ça la belle photo hein, qu'on sait, c'est une mise en scène, inquiétez-vous pas, on n'est pas en train, on n'est pas lasagne avec à 89 avec... non, lasagne, vous êtes trop jeune, OK. Bon. Et donc, ça ici, c'est pour illustrer que la chose qu'il faut faire pour avoir accès à la personne, c'est de dire bonjour à l'autre. Parce que sinon, on réagit tout le temps à l'autre. On ne dit pas bonjour à l'autre, on dit bonjour à soi dans l'autre, en tout cas. Et donc, dire bonjour à l'autre, c'est ça, c'est d'abord s'ouvrir, et comme un mouvement de soi vers l'autre. Hein? Au sens où, c'est pas juste « Hey, salut », c'est pas ça de dire bonjour à l'autre, c'est de s'ouvrir et d'être en communication réelle. Comme un mouvement de soi vers l'autre. C'est pas la réaction de « Ah, je la trouve sympathique, donc je suis smart ». C'est vraiment un mouvement qui va de soi, une ouverture du cœur, hein, l'amour, tu parlais de ça, une ouverture du cœur pour inclure l'autre, inclure sa vision du monde. Première chose. Et deuxième chose, et ceci donne accès à une quête de sens ou un projet de vie ou chose qui n'est jamais définie dans les différents documents de référence. La chose qu'il faut retenir ici en soins de proximité, et c'est comme ça qu'on développe nos affaires, c'est qu'il faut, pour hiérarchiser la priorité en fonction de la pertinence des problèmes de santé des personnes, il faut donc hiérarchiser en fonction de son projet de vie, de sa quête de sens. C'est pour ça qu'il faut être en lien. Sinon, on présume de la vision que la personne a de sa santé. Et ça implique l'ouverture vers la considération des différentes facettes de la personne, donc biologique, physique, sociale, d'abord, et on peut continuer, et éventuellement énergétique. Non. Un médecin qui parle d'énergétique, il y a un enjeu majeur ici, okay? Dans le sens que quand on est en médecine sociale, on considère la personne, prétendument, dans les contextes bio, psycho, social, contextuels, situationnels, familiaux, judiciaires, financiers, etc. Mais ici, on considère toujours, au niveau de la personne, mais on élargit notre spectre de vision de la personne en incluant des dimensions autres que celles convenues par le paradigme bio-psycho-social. Et ça implique aussi les liens peut-être qu'on a avec notre spiritualité.
ça peut être impliqué aussi d'autres choses par rapport à notre famille ou notre sexualité aussi. Ça fait partie de la santé mentale, mais c'est des dimensions qui sont occultées à quelque part, qui ne sont pas considérées. Et donc, ça ici, l'implication de ça, là, on est au premier niveau, soins de proximité. Deuxième niveau, on s'ouvre un petit peu plus les œillères, puis on dit, bon, bien, on considère la dimension dans son ensemble global, dans les différentes dimensions de sa santé. Fin de la parenthèse, je ne peux pas aller trop loin là-dessus parce que je suis filmé, sérieusement. Il y a un enjeu, sérieusement, déontologique, médical, et même comme psychoéducateur. Hein, une psychoéducatrice, ça arrive ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler, là, qui a prescrit de l'homéopathie et qui s'est fait radier de l'ordre, les psychoéducateurs. Elle proposait, plutôt qu'un suivi psychoéducatif usuel, des traitements de l'homéopathie, l'ordre de le radier. Parce que ce n'est pas ça son expertise, elle fait de la fausse représentation. Au même titre, moi, comme médecin, usuellement, culturellement, ce n'est pas convenu que je puisse parler de ça. Mais en même temps, l'acupuncteur peut venir, qu'il y ait des méridiens, tout ça, ça va être correct, on va l'accepter. Donc, il y a des enjeux déontologiques, et on peut continuer. Et donc, la santé intégrative, comme c'était marqué, c'est la conjonction, la rencontre entre les thérapies, les approches complémentaires et la médecine conventionnelle. Et ça, bon, ça l'implique encore une fois d'aller jusqu'à la personne et de dire, c'est quoi ta vision de la santé? Un peu comme en santé autochtone, où il y a la notion de sécurisation culturelle. Est-ce que vous connaissez ça? Et donc, c'est un peu ça, il faut s'intéresser au modèle explicatif de la santé de la personne et l'aborder dans ce sens-là. Donc, ça implique, première chose, on va passer, considérer les différentes dimensions de la personne et le pluralisme en santé. On continue. Le pluralisme en santé, ça veut dire qu'il existe différentes choses, mais ces choses-là, donc ces modalités thérapeutiques ne sont pas très accessibles. Il y a différents enjeux à l'accès, tant au niveau de l'accès aux soins comme tel, mais aussi au niveau de l'accès à la pratique en santé, donc pour des arguments notamment déontologiques, mais aussi financiers, de collaboration. On n'a pas le droit de faire des références nominales. Donc, toutes ces choses-là, moi, personnellement, ça m'affecte dans ma pratique et il faut changer les choses. Et c'est pour ça qu'actuellement, on est à réfléchir à comment on peut faire changer les choses dans le sens de la santé des personnes, toujours pour les gens, de la population. Ensuite, ding! On se recule encore un petit peu plus. On considère la personne dans sa globalité, ses différentes dimensions. Mais si on se recule encore plus sur la planète, notre santé planétaire, c'est sûr qu'on parle d'environnement, mais aussi c'est les humains entre eux. Et donc, la santé internationale, c'est un troisième endroit où on peut appliquer ces principes-là. Et ce n'est pas les éléphants blancs, hein, donc de la coopération internationale où tu arrives en inquisiteur, tu subventionnes des gros projets, tu t'en vas, puis là, finalement, c'est l'apocalypse parce que c'est plus financé. Ça, c'est comme un peu la dynamique en coopération internationale jusqu'à maintenant. Et là, la dynamique, on la change un peu dans ce paradigme-là. On considère, dans le fond, la rencontre entre deux groupes de deux pays différents dans l'optique d'améliorer la santé globale des populations et des personnes, mais en considérant les dimensions politiques, culturelles et sociales, respectives, mutuelles. Et c'est pour ça, dans le fond, qu'on s'intéresse à ça. C'est encore une fois de trouver des lieux où on peut appliquer ces différents concepts. Et donc, je laisse mon collègue poursuivre. La grande question, est-ce qu'il y en a qui s'en sortent? C'est mal formulé comme question. Parce que quand tu es itinérant, tu es dehors. Vous comprenez que le but, ce n'est pas de sortir. Le but, c'est d'entrer. Lui, il est là. Quand est-ce qu'il sort? Mais tu veux qu'il sorte de où? Tu veux que je sorte de dehors? Mais comprenez bien mon image. Si le but, c'est d'entrer, ça prend quelqu'un qui rouvre la porte. Ça, c'est votre job. Ça, c'est ma job. Ça, c'est ta job. Tu vois quelqu'un qui est dans la rue, comment que la personne peut entrer? Entrer dans quoi? Dans la société, dans la vie active, dans la communauté, entrer dans sa capacité à développer ses richesses. C'est ça notre but, c'est ça qu'on fait dans la vie. Je le dis parfois, les travailleurs de rue, on est des doormen sociaux. On est en avant de la porte, on dit « Hey, toi, mon petit loup, viens te réchauffer, viens-t'en. » Puis une fois que la personne rentre, là, on va s'assurer qu'elle puisse se trouver une place confortable dans cette société pour avoir le goût d'y rester. Est-ce qu'il y en a qui s'en sortent? Est-ce qu'il y en a qui entrent? Mais qu'il y en a qui rentrent! Ça fait 20 ans que je fais ça, je ne sais pas. 2000? Je ne sais pas combien j'en ai vu des gens qui étaient dans le centre tantôt, puis que maintenant, vous ne pourriez même pas penser qu'ils ont déjà été dans la rue. Est-ce qu'il y a des gens qui entrent? Il y en a plein! Puis
Puis il y a des gens qui font des choses extraordinaires. C'est facile pour moi d'avoir la foi, d'y croire, je les ai vus. Mais j'ai vraiment le goût de vous le témoigner. Parce que si vous ne croyez pas que ces gens-là peuvent entrer, vous n'aurez pas le goût d'ouvrir la porte. Si lui n'est pas convaincu dans sa clinique qu'il y a des gens qui sont remplis de potentiel et qui peuvent faire une différence dans la société, il ne rouvrira pas sa porte. La première chose, c'est d'en être convaincu. Si on peut vous en convaincre un petit brin aujourd'hui, mission accomplie. Maintenant, OK, ça, je vais passer vite. La réponse à l'urgence sociale en vase clos représente un impasse. On en a parlé, ça nous prend des portes de sortie. Pour offrir des solutions durables, il faut viser l'inclusion et la participation sociale de tous. Pour favoriser l'inclusion, il faut à la fois travailler avec des personnes exclues et celles qui excluent, mais je préfère dire celles qui peuvent inclure. La guérison. Il arrive parfois que ça ne passe pas par un traitement, pas plus que par un traitement psychosocial. Il arrive que nos techniques d'intervention soient inutiles, que le véritable médicament, c'est de démontrer que tu as une place dans la société, que tu as quelque chose à offrir, que ta vie a un sens. Il y en a un qui m'a dit ça un jour. « Phil, perds pas de temps avec moi. Mes parents ne veulent pas de moi, mes profs ne veulent pas de moi, le marché du travail ne veut pas de moi, les passants ne veulent pas de moi. Phil, j'ai été dans un parc, je me suis fait mettre dehors, il était rendu 11h05, ils m'ont dit on ferme le parc. Je me fais mettre dehors du parc, Phil. Personne ne veut de moi, perds pas ton temps. » La mission que j'avais, c'était de lui semer le doute de l'inverse. Exemple concret. Nous utilisons beaucoup l'art comme moyen d'inclusion sociale. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Je vous donne un exemple. On met sur pied des ateliers de photos. Donc, on dit à ce moment-là, c'était des jeunes, un groupe de jeunes, mais on peut le faire avec toutes sortes d'individus. Tu as quelque chose à dire, tu as un message à passer à la société, ton message mérite d'être entendu. Maintenant, si tu fais des graffitis sur un mur, ben, tu as une contravention, puis on va l'effacer de toute façon, puis ton comportement, le message que tu as passé ne sera pas entendu. Tout autant que si tu es ça à brosse dans un parc, puis tu cries, à un moment donné, ils vont venir t'attraper. Ton message ne sera pas entendu. Mais il y a des moyens pour que ton message soit entendu. On a amené le journal La Galère ici, on vous en donnera tantôt. Tu peux écrire un message dans La Galère. On va travailler ton texte pour qu'il soit bien reçu. On a aussi utilisé la photographie. Et on a demandé aux gens, exprime-nous ta souffrance, ton espoir, ce que tu veux, par le biais de la photographie. On fait un atelier. Il y en a une, ça fait 3 mois qu'on est en groupe avec elle. Elle parle pas beaucoup. Tu sais, il fait beau, il fait chaud, l'hiver arrive. On essaye de percer tranquillement. Elle ne veut pas ouvrir. OK, on ne pousse pas, on respecte les rythmes. Tout d'un coup, elle va faire une sortie photo. Elle nous revient avec la photo. Puis quand ils reviennent avec les photos, on les projette en groupe, on les regarde, puis chacun peut parler des photos de l'autre, puis chacun parle de sa photo. Elle nous sort sa photo. C'est celle qu'elle présente. C'est par le biais de cette photo-là qu'elle a commencé à ouvrir sa souffrance. Une œuvre qui est bien réalisée n'a pas besoin d'être commentée. Je pense que je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup pour que vous compreniez le lien. Ça a été pas grâce à une intervention traditionnelle, tu sais, comment tu vas, parle-moi de ta souffrance. Non, c'était pas par des questions. C'est pas comme ça qu'on y est arrivé. C'est en y mettant un appareil photo, puis en lui disant voici comment il fonctionne. Puis elle est partie, puis c'est avec ça qu'elle nous est revenue. Ça a été le début de son ouverture. Elle nous en a parlé. Elle est restée 6 mois avec nous autres. Et elle, là, est passée du milieu à l'extérieur en 6 mois. Elle est repartie après. On a quelques petites nouvelles. Des fois, elle nous écrit comment ça va la gang, comment vous allez. Elle a sa vie, elle vit à Montréal maintenant, tout va bien, elle a 2 ou 3 enfants. Ça va super bien. Ce qu'il fallait, c'est qu'elle sorte cette souffrance-là qui est enfouie depuis des années. Et ce qui a permis de faire sortir ça, c'est la photo. Je vous compte un autre exemple concret qu'on a travaillé avec la photographie. Je suis approché par le centre d'hébergement Roland-Leclerc, je ne sais pas si vous connaissez, ici à Trois-Rivières, qui est un centre d'hébergement pour personnes en fin de vie. C'est un nouveau, ça vient d'être construit. La responsable de l'aménagement, elle me dit « Ouais, Phil, là, j'ai un problème, j'ai un bon budget pour
pour être capable de faire de la décoration. C'est important que ce soit un beau milieu de vie, mais en même temps, il me donne juste 15 000 comme budget, je n'ai pas beaucoup avec ça. Comment je peux faire? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas, il faut décorer ça pour les personnes, faire un beau milieu de vie accueillant pour les personnes, puis pour les employés, puis tout. Là, je pense à ça, je dis, ouais, mais t'as 15 000, tu dis. Elle dit, oui, je sais, c'est pas beaucoup. Elle dit, peut-être que pour toi, c'est pas beaucoup. Mais moi, avec 15 000, là, je peux en faire longtemps en titi. Je vous le fais vite. On dépose un projet qu'on met ensemble sur pied et on engage des gens en situation de rue qui ont pour mission de prendre la photo, de prendre des photos et de décorer le Centre Laure Leclerc. Maintenant, je vous dis que je crois à une approche interprofessionnelle, mais je ne suis pas un photographe. Alors, il faut que je me trouve un artiste qui est capable de venir former les jeunes à faire de la photographie. Je vais demander à mon prochain présentateur de s'en venir. Un jour, j'ai rencontré Mathieu Marchand. J'ai commencé à travailler avec Point de Rue, et ça fait exactement, je me trompais dans les dates récemment, mais ça fait exactement 5 ans. C'était en 2012, en novembre 2012. Puis, j'ai été engagé pour travailler sur le projet dont Philippe vient vous parler, le projet d'exposition au Centre Laure Leclerc. Moi, dans ma vie, j'étais photographe, vidéaste, et j'étais freelance, fait que je faisais des contrats comme ça. Puis c'est par un hasard, des amis communs, que j'ai fini par avoir le contrat ou d'aller rencontrer Philippe, du moins, pour qu'il commence à me parler du projet qu'on allait faire ensemble. Puis, je ne connaissais pas du tout Point de Rue. Dans ma tête, j'avais l'impression que j'étais un rastaman, peut-être, là, mais que j'avais pas beaucoup de préjugés. Je me croyais de même un peu. Puis, je me disais, ça doit être facile. Hein? Bien, pas facile, mais je trouvais le défi intéressant d'aller travailler avec des gens marginalisés, puis des gens de rue. Fait que j'ai accepté d'aller rencontrer Philippe une première fois, puis qu'il me parle du projet, puis de voir comment ça allait prendre forme. Donc, justement, quand Philippe m'a présenté le projet, il me parlait de l'art-thérapie, mais aussi que ce projet-là était différent, que c'était pas juste un... Parce que l'art-thérapie, rapidement, c'est un projet, quand on fait de l'art, pour se faire du bien à soi. Fait que tu fais de l'art, tu le gardes pour toi, tu peux sortir tes tripes dessus, ça n'a pas d'autre but que de te faire du bien à toi. Mais là, il disait, ce projet-là est différent. Ce projet-là, on veut faire de l'inclusion sociale avec. La différence, c'est qu'on veut créer un lien vers les gens et on veut surtout briser des préjugés. Donc, c'est dans cette optique-là qu'il me parlait de son projet, puis qu'il me disait « C'est cool, on essaye plein d'affaires depuis un bout, on fait de la photo avec des gens, etc. » Puis il a dit « Je vais te montrer une photo qui est vraiment puissante d'ailleurs. Tu vas voir, il va avoir vraiment de quoi faire avec ce projet-là. » Il m'a montré cette photo. J'ai figé un peu. J'ai pris le temps de la regarder, de l'analyser, puis je savais pas trop quoi répondre à Philippe, qui avait de l'air, qui soutenait mon regard, en attendant réellement rapidement une réponse, le petit Orvis. J'étais gêné, je le connaissais peu à l'époque, mais là, j'étais là, je regardais, ben Phil, oui, je comprends, il y a de la rouille, du métal, de la peinture qui écaille, c'est grunge, tu sais, tu travailles avec des punks. C'est pas un peu cliché, tu sais, je trouvais que c'était cliché, mais l'affaire est que, en tant que photographe, moi, cette photo-là, je la regardais au focus. Puis je n'avais pas remarqué que la photo demandait de regarder 2 mm à côté du focus. Puis c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'une photo qui pouvait être très significative pour quelqu'un en intervention, pour un photographe, pouvait avoir beaucoup moins d'impact. Fait que le but n'était pas de dire à cette personne-là, ta photo n'est pas très bonne. Si c'est de l'art-thérapie, cette photo-là est excellente, c'est la meilleure du monde. Mais si ton but, c'est de faire de l'inclusion sociale, d'aller chercher un lien, d'aller à la rencontre des gens, bien, je vais te donner des trucs, on va la reprendre après que tu aies parlé avec les intervenants, mais on va s'assurer de pouvoir faire le focus à la bonne place puis que ta photo ait un maximum d'impact. Donc, en gros, c'est ainsi qu'on s'est lancé dans le projet, puis que pour la première fois de ma vie, j'ai mis les pieds à Point de Rue, ce petit local là, sur la rue Laurier. Fait que, premièrement, j'arrive, moi je me dis, j'ai pas trop de préjugés, je fais juste approcher, ils me font venir un midi de fin de mois où à la table populaire, il y a une centaine de personnes qui attendent déjà en file. Fait que j'étais même pas à 3 maisons de Point de Rue que j'entends déjà « Maudit pouilleux, va te couper les cheveux! » Là, j'étais comme « Oh! » Je monte là, je dis « Ah, OK. » Puis
Ils m'ont donné rendez-vous dans le local en haut, l'autre bord de la cafétéria, de la salle à manger, où tu es obligé de traverser tout le monde. Fait que là, je traverse les gens. Je me suis fait apostropher de même, sans joke, au moins 3 fois, juste le temps de l'extérieur à l'intérieur. Je vais rencontrer l'intervenante, on jase un peu, Phil était là un peu, puis il me dit « Bon, ben maintenant, il est temps que tu ailles rencontrer ta gang. » Puis c'est là aussi où je me suis rendu compte que j'avais... Déjà, les préjugés, ils me frappaient un peu, là. Mais je me suis rendu compte en rencontrant la gang, parce qu'ils m'en avaient parlé, tu vas voir, c'est une gang de punk, ils sont un peu trash, etc. Fait que je me faisais des images, là, j'avais des trucs. Puis j'ai vraiment été surpris, parce que quand j'ai rencontré cette gang-là, c'est grosso modo cette gang-ci, la gang du projet Roland Leclerc, bien, quand je suis arrivé autour de la table, c'était une gang de sweet. C'était une gang de gens avec des cheveux bleus, des gros studs, mais qui étaient tous timides, puis qui disaient « Bonjour, monsieur le photographe », tu sais. Je m'attendais à me faire accueillir comme je m'étais fait accueillir un peu plus tôt, dehors, mais finalement, c'était bien différent. Puis il y en avait aussi, par exemple, qui étaient en état de consommation avancé. J'avais plus de difficultés à avoir contact avec eux. Mais à force de travailler, parce que le projet a duré assez longtemps, ma mission, moi, c'était de leur donner des cours de photo pour pouvoir aller répondre à la commande, qui était de décorer et d'enjoliver un lieu de vie. Bien, j'ai appris à les connaître, à les rencontrer, puis, entre autres, celui qui, la première fois que je l'avais vu, était trop gelé, je me suis rendu compte que c'était un gars qui était intelligent, qui savait soutenir des conversations quand il y avait ces moments de présence. Puis, une affaire qui est trippant avec ce gars-là, c'est qu'il tripait quand même beaucoup sur la photo. Fait que quand je faisais des sorties avec, il était tout le temps de plus en plus présent, puis je réussissais à avoir accès à ce gars-là puis à discuter, t'sais. Même si mon rôle n'était pas de jaser, mais ça se fait quand tu es devant l'ordinateur à regarder ou quand tu es dehors en train de te promener puis de donner des conseils sur ton appareil photo, c'est naturel, t'sais. La mission précise, là, Philippe, je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, une des lignes quand il présentait le projet, c'était de travailler avec des contraintes. Ça a été un grand défi pour notre gang de punk parce que c'est pas facile pour eux d'essayer de répondre à une commande précise qui est très normée. Puis, en plus, quand tu leur demandes, tu arrives avec la commande, oui, alors au CHSLD, les personnes en fin de vie ont envie de voir des choses joyeuses, optimistes, puis qui donnent le goût de vivre. Puis eux, ce qu'ils voulaient plutôt habituellement me montrer, c'était pas le petit chat joyeux, ou c'était plus le chat mort, tu sais, ou le... Sans joke, j'ai eu des photos d'insectes morts, une bonne batch, tu sais, mais il y avait des apprentissages à faire là-dedans en photographie. Mais en fait, notre gang a réussi. C'est ça qui m'a étonné. Avec cette gang-là, pas tous, parce qu'on va pas se dire que le groupe au complet tripait sur la photo, mais ceux qui s'en embarquaient puis que ça les rejoignait, eux, ils se lançaient des défis. Puis là, ils se challengeaient, puis ils voulaient apprendre, puis faire des affaires cute anti-péché, tu sais. Fait que comme ça, en fin de compte, pour vous montrer aussi notre idée de briser des préjugés, pourquoi on voulait faire de l'inclusion par l'art et la culture, c'est qu'on voulait montrer que ces punks-là étaient capables non seulement de réaliser des belles photographies, mais des œuvres dont moi, là, je serais fier, que moi-même, je serais fier pour décorer les centres. Fait que un des premiers points culminants, ça a été à la première année. À la fin de la première année, on est allé rencontrer le comité de sélection des photos qui était composé de membres du personnel du CHSLD, des parents des résidents, il y avait des résidents, puis de la direction aussi qui était là-dedans. Donc, on est allé leur montrer les photographies, puis je vous dirais qu'à ce moment-là, j'ai vraiment vu qu'il y avait d'autres préjugés qui se brisaient. Ils ne s'attendaient pas à voir les photos qu'ils allaient voir. Vous voyez, ça, c'est un bison qui court avec la neige, etc. Ils trouvaient des sujets qui les faisaient triper aussi, parce qu'ils voulaient des animaux, ils voulaient de l'action. Bien, eux, il y avait des trucs. Puis un autre apprentissage qu'on leur faisait faire, parce que je ris parce que je me souviens de ça, la personne parce qu'on allait faire des shootings, mais on demandait, ça, c'est une ferme dans le bout de Saint-Prosper, je pense, où il y a des bisons, mais il fallait bien aller shooter là-bas. Fait que c'est pas moi qui allais appeler, c'était à eux qui allaient être en relation avec les gens de l'extérieur. Tu veux faire un shooting avec des bisons? Cool, il y a une ferme de bisons. On va appeler, je vais t'accompagner, mais c'est toi qui vas demander la permission. T'sais. Et tabarouette, faut que je leur dise quoi, là? Fait que là, ils se prenaient des notes comme moi quand je vais parler. Puis là, finalement, ils appelaient. Fait que ça a été un autre beau dépassement. Au-delà de la photo, ils se mettaient en lien avec des gens de la société pour pouvoir aller faire leur photographie. Il y en a qui ont vraiment beaucoup trippé aussi, justement, sur les fleurs. Même, c'était juste des pissenlits, mais ils réussissaient à les rendre magnifiques. Ah!
avant d'arriver à cette photo-là. Quand j'étais aussi avec notre groupe là, de sélection de photos, ils étaient bien déçus parce que toutes nos photos, c'était des animaux, des fleurs ou des plats réconfortants, comme une soupe qui fait de la fumée. Tu sais. Puis eux, ils disaient, nous autres, ce qui est vraiment important pour les personnes en fin de vie, c'est des humains. C'est la relation, c'est la famille, c'est les enfants. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que ça? Fait que là, ils ne réalisaient pas, mais ils nous lançaient un sacré défi. Parce qu'avec ma gang de punk, eux, le portrait, c'était pas quelque chose de facile. Imposer la caméra à quelqu'un, c'était quelque chose d'impensable pour eux autres. Puis moi, ça m'a pris un temps à comprendre ça dans mon approche avec eux autres. Fait que ça a été un défi que c'est pas tout le monde qui a relevé. Mais il y en a qui ont accepté de relever le défi, de regarder d'aller vers des gens, faire des portraits, leur demander de tourner un peu légèrement la tête. Juste tous ces apprentissages-là, puis la mise en relation, il y en a qui ont relevé le défi. Puis la deuxième année, quand on est allé leur présenter des photos de famille, là c'était cute en tabarouette. C'est des photos qui vieillissent très bien. Mais justement, ils ont réussi à aller chercher toute cette scène-là, tout ce bout-là super vivant. Puis ça nous a amené que finalement, on avait un paquet de photos extraordinaires à présenter là-bas. On a eu une dernière activité. Ça a culminé, ce grand projet-là, par une activité publique où il y avait un dévoilement, où il y avait les médias, des journalistes, il y avait les résidents, il y avait du monde d'Icius. Toute la grosse affaire, tu sais, conférence de presse. Puis on était avec notre gang de punk, puis on est allé là-bas, puis ils sont allés rencontrer les résidents, puis sont allés leur présenter eux-mêmes les photos qu'ils avaient faites. Puis là, une des affaires qui m'a fait capoter, c'est de voir le point culminant des préjugés qui se brisaient. Tu sais. Parce que là-bas, quand on est arrivé, on a remarqué que les personnes âgées, eux, ils ne voyaient pas des punks avec des cheveux rouges. Ils voyaient des gens aimables. Ils voyaient des gens, des artistes. Puis ils étaient fiers de les regarder. Ça, c'était de l'inclusion sociale. On a aussi utilisé la musique et la poésie, qui est une forme d'expression, qui est aussi très efficace avec les personnes qu'on rencontre. Et parfois, c'est assez tendu au centre de jour. Vous comprenez qu'on a des gens qui sont parfois en délire, parfois en manque, parfois très agressifs, qui n'ont pas mangé. Donc, gérer l'espace de vie, c'est quand même un défi. Et on se rend compte, parfois, que l'utilisation de l'art, la musique, la poésie, permet de calmer les tensions et permet à certaines personnes de se rencontrer alors qu'elles ne se parleraient pas naturellement. Quand on a vu que c'était aussi efficace, je me suis dit, recrutons une artiste qui fait de la poésie, de la musique. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Liliane Pellerin. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Elle me dit, je suis auteur, compositeur, interprète. Je l'ai regardé dans ses yeux. J'ai dit, oh là 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 là, il n'y a pas juste ça. Cette femme, c'est aussi une guérisseuse. Je l'ai vue et je l'ai engagée. Lily. Bien, moi, je suis venue ici pour vous parler de... On parle depuis tantôt, Sam a parlé de l'impact que notre vision dans un lien avec l'autre, la façon dont on le voit change comment on se sent. Puis à travers les différents projets je me suis mis le pied, en fait, c'est pas vrai qu'il m'a connue comme auteur-compositeur, mais je me suis mis le pied dans le Point de rue comme intervenante. J'étais en stage de travail social. Fait que je suis arrivée comme intervenante, fait avec mon chapeau d'intervenante, puis à créer un lien, puis à développer une relation aidant à aider, tu sais. Puis rapidement, ma fibre, parce que mon outil d'être humain, c'est Sam qui disait tantôt, on est notre propre outil d'intervention, puis ma fibre artistique, c'est mon outil pour m'exprimer, pour me découvrir, pour être forte, pour affronter, c'est mon outil. Fait qu'à un moment donné, rapidement, en intervention, il faut que j'utilise mon outil. Fait que la première fois qui s'est passé, c'est qu'on a créé une chanson. Puis rapidement, je me suis rendu compte que le lien avec l'autre n'était plus un lien, justement, qu'on est en lien avec la problématique, on est en lien avec l'aspect créatif de l'être humain. Puis l'aspect créatif de l'être humain, c'est l'aspect le plus beau. C'est l'aspect où on est tous pareils, où on se ressemble, où on est un en face de l'autre, puis on crée, puis on développe ce qu'on est de beau. Fait que tout ça pour dire que ça a un impact. L'art a, entre autres, un impact sur le lien. Un autre impact que ça a, puis Phil le disait, il y a des moments de tension. Des fois, au centre de jour, les gens... toutes sortes de la souffrance crée toutes sortes d'éclats, puis l'histoire que je vous raconte, c'est l'histoire d'une dame qui était dans une période explosive.
Puis même au centre de jour, les intervenants, ils ne savaient pas toujours comment la prendre. Puis vu que c'est un lieu de vie, bien, quand cette personne-là est explosive, ça crée de l'impact sur tout le monde, tu sais. Puis ça crée des tensions, puis toute l'ambiance est tendue. Puis on était en train de travailler sur un projet de le show de Noël. Fait qu'on était en arrière dans l'atelier, on préparait le show de Noël avec d'autres gens qui trouvaient sa musique. Puis cette fois-là, on a invité la dame, elle avait envie, elle m'a fait une demande. Elle dit « J'aimerais ça venir écrire. » Elle dit « Je ne vais pas vous déranger. » Puis là, elle faisait tout le temps des demandes un peu sur le site. Puis j'ai dit oui. Fait que là, je l'ai installé en bas sur une table avec des papiers crayons. Puis pendant toute l'après-midi, nous, on pratiquait, on n'était pas loin, c'était à air ouverte. Fait que la musique, on était en train de créer, tu sais. L'ambiance, elle a été calme pendant 3 heures de temps. Elle a écrit des chansons d'amour. Elle écrivait des lettres d'amour. Cette dame-là, qui, à ce moment-là, on la voyait habitée par une haine. Puis c'est là que j'ai compris. Puis je l'ai compris à travers différentes expériences, mais j'ai aussi compris que cette femme-là m'a légué quelque chose. Parce que des fois, on apporte, tu sais, on parlait de ce qu'on a apporté. Bon, les punks qui se découvrent. Il y a un bout où on apporte, mais il y a un bout où c'est assurément un échange d'égal à égal. Puis cette dame-là m'a appris une grande chose. Parce qu'à quelque part, en sa présence, on ne pouvait pas... la façade craquait toujours. Tu ne pouvais pas être en façade dans ton rôle professionnel. Puis un de ses grands legs est l'authentique, mais un autre de ses grands legs, elle m'a légué un conte. Puis comme artiste, bien, se faire léguer un conte, c'est comme écrire une chanson, c'est comme faire naître un enfant. Fait que c'est une grande richesse. Fait que j'ai envie de vous l'apporter. Aujourd'hui, je vous apporte le conte que cette vieille m'a légué. C'était le jour le plus sombre, le pic de l'époque opaque. Il faisait noir de bord en bord du monde. Ce jour-là, j'ai croisé une vieille. Elle devait traîner dans le travers des contes depuis des siècles et des siècles. Elle était là, dans le crack social. Là où on laisse dormir dehors les vieilles femmes cuirassées par les rites de passage. Elle était là dans le crack, puis elle criait. Elle lançait de la flémèche là où ça dort au gaz. Elle dérangeait. Même le malaise, suspendu au statu quo. Elle était là dans le crack, puis elle criait. Elle me faisait peur. J'avais envie de changer de trail, changer de trottoir, de mettre la tête dans le sable du déni, à la mode. Mais j'ai tenu son regard. La vieille, elle avait un regard de boîte à Pandore. Un jour, quelqu'un m'avait dit, je pense que c'est Phil, m'avait dit, la souffrance, c'est une porte. Devant, les chiens de l'orgueil gardent les plus beaux trésors. Ça fait qu'en tenant son regard debout, dans la tempête, j'ai ouvert la porte. Et la vieille, elle m'a laissé rentrer sur le bout des pieds du pas sûr. Là, j'ai atterri dans un vieux conte poussiéreux. J'étais une petite fille, genre Cendrillon, qui rampe au sol en torchant la crasse des autres pour se faire aimer, graine à graine. C'était le jour où le feu s'était éteint dans la cabane. Le jour où on m'envoyait dans le fin fond des bois de l'abîme chercher de la braise chez Baba Yaga. Ça fait que j'ai pris mon petit sac tissé avec du fil d'Ariane, j'ai enfilé mes racines comme des bottes et je suis rentrée dans le ventre obèse du paysage. Je me suis inclinée comme un mantra au pied des bêtes, à l'ombre digne. J'ai longé la rivière remède du pays de la rage. Quand à l'aube de toute une nuit de lune, amphétamine, où j'avais pas fermé l'œil, je suis arrivée devant le shack de chez Baba Yaga. J'étais debout sur le tapis de la peur, toute chambranlante. J'avais les racines qui me sortaient de terre puis le désert qui me poussait dans le ventre. J'ai cogné. Tac, tac, tac. Et là, au son du grincement de peinture, j'ai ouvert mon sac. J'ai déniché de la dignité dans le repli de l'amour propre. J'ai défriché de la parole franche dans le fouillis de mes méfiances archaïques.
J'ai replanté mes racines dans le sol, puis j'ai demandé. Vieille Baba Yaga, j'ai traversé la nuit, les yeux ouverts, pour venir chercher de la braise. Après, je repars, rallumer ma place à prendre dans ce monde. Là, je suis revenue. C'est la rue Laurier, à Trois-Rivières, tout proche. Et j'ai vu, dans le regard bleu, incandescent, de la vieille Baba Yaga des rues, j'ai vu, il y avait une carte médecine éclairée d'un flambeau. Une carte médecine où l'instinct trace du bout de la griffe la route des résiliences. Une carte éclairée d'un flambeau où l'échine du chemin se dresse. Le juste chemin entre soi et l'autre. Ce jour-là, je suis repartie. J'avais une braise brûlante dans le creux de mon ventre. Je m'étais rapatriée. Merci. Mais finalement, ce qu'on se rend compte, c'est que ce qu'on vous propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution qui fonctionne à Trois-Rivières, à Pointe-Rue ou au Québec. On se rend compte que ça fonctionne dans plusieurs autres pays. Au point qu'on a développé notre expertise avec nos partenaires haïtiens pour rencontrer des médecins et des infirmières en Haïti qui sont en train de mettre sur pied une équipe de soins de proximité. Ils ont déjà un centre de jour. Je vous dis, la première fois qu'on est arrivé en Haïti, j'ai eu l'impression que je voyais un point de rue dans un pays des Caraïbes. Très impressionnant. Alors, ce qu'on vous dit là, ce n'est pas une grande découverte que nous autres, on a faite. C'est vraiment ce qu'on sent, c'est qu'il y a un courant au Québec, mais dans plusieurs pays qui travaillent de la même façon. Puis ça marche. Et je voudrais terminer, parce que je vous ai dit que j'en connais beaucoup qui ont franchi l'ensemble du processus et qui sont maintenant dans la vie sociale active, qui contribuent à leur société. Eh bien, je vais vous parler d'une personne en particulier. Je vais me permettre de le nommer, puisqu'il m'a donné la permission, voilà plusieurs années, de pouvoir parler brièvement de son parcours. Donc, je rencontre un jeune punk qui est un punk crusty à ce moment-là. Je ne sais pas si vous connaissez les punks crusty, ça, c'est ceux qui ne se lavent pas. C'est ça. Dans un petit bureau pour intervenir, interviens dans la grande salle. Ça va t'aider. Fait que j'ai mon homme qui débarque, il s'appelle Chad, qui avait à ce moment-là, qui est en situation de rue, qui est en situation d'itinérance ponctuelle, qui, je vais vous le dire, qui consomme quand même beaucoup. On avait des punks à ce moment-là, je vous dirais, il n'était pas gelé, il était congelé. Il était surgelé. Un homme que je rencontre puis qui ne semble pas avoir beaucoup d'espoir dans la vie. Puis je dis, moi, comme tout bon intervenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il me dit, pas grand-chose, c'est comme, moi, je peux-tu faire quelque chose pour toi? Genre, écoute, c'est sûr que, on a besoin de quelqu'un qui passe le balai, tentes-tu de passer le balai? Ah, oui, on va le faire, me faire plaisir. Fait qu'il vient au centre de jour, puis il nous donne un coup de main. Puis je me rends compte que je développe un lien avec ce gars-là. Puis finalement, il ne me parle pas de ses souffrances, puis il ne me parle pas de son passé, puis il ne demande pas de l'aide. Ce qu'il demande, c'est d'être utile. Je peux-tu faire quelque chose? Oui, il donne un coup de main là-dessus. Fait que tranquillement, il fait un bout avec nous autres. On développe un premier projet d'échange international où on s'en va à Madagascar. On y avait été une première fois en 2004, on y retourne en 2007. Il lève la main et dit, en tout cas, Phil, ça a l'air le fun de votre projet, c'est plate, moi je ne pourrais pas y aller. J'ai un dossier, là, sûrement que ça ne peut pas marcher, ça peut pas. Là, tu me dis-tu que tu as quelque chose à offrir et à faire là-bas? Il dit, écoute, je ne sais pas trop, en même temps, je n'ai pas été à l'école longtemps, je ne sais pas trop ce que je pourrais faire. Là. Je dis, pense-y, mon vieux, man, tu as quelque chose en dedans de toi à offrir? J'en suis convaincu. Je me suis dit, semons-lui le doute qu'il a cette richesse à offrir. Il me revient et il me dit, Phil, j'ai pensé à ça. Moi, j'ai été formé en cirque. Puis il dit, je suis capable de jongler, puis je fais une couple de passes de cirque. Fait qu'il dit, peut-être que je pourrais, mettons, aller à Madagascar, puis donner des cours de cirque aux enfants de rue. Comme ça, au lieu de quêter, ils pourraient faire des performances de cirque. Bravo, génial, oui, go! On entreprend les démarches. Et finalement, il s'en va à Madagascar en 2007.
Et tranquillement, il commence à faire des prestations. Ça, c'était après 10 jours à Madagascar. Il a fait une prestation. Les enfants débarquaient de partout pour venir assister. Il y a dû avoir 250 enfants qui étaient là. C'était devenu la vedette. Tout le monde voulait le voir avec les photos. C'est un homme que, quand je l'ai connu, il marchait comme ça. En 10 jours à Madagascar, il a marché de comme ça à comme ça. Son élocution, sa façon de parler s'est transformée. Et on n'a pas fait d'intervention pour parler de ses souffrances, de ses blessures. On lui a dit, tu as quelque chose en toi, go mon vieux. Moi, j'y crois. Tranquillement, il y a cru lui aussi. Un jour, j'ai rencontré un punk crusty. Il m'a dit, Phil, je suis un punk crusty. Je l'ai regardé dans les yeux. Il dit, non, tu n'es pas juste un punk crusty. Chad, je pense que tu es un guérisseur. Aujourd'hui, c'est mon employé et il reçoit plusieurs personnes à chaque jour pour prendre soin d'eux. Chad? Bonsoir tout le monde. On va sauter en arrière un peu. Pourquoi je me ramassais dans la rue puis tout. Je viens quand même d'une bonne famille, classe moyenne. Ça allait quand même bien quand j'ai pas connu de société. Il fallait que je commence l'école un jour comme tout enfant normal. Puis c'est là que mes problèmes ont commencé parce que j'avais des problèmes de lecture et d'apprentissage puis tout. Puis là, les professeurs disaient, ben non, tu as juste travaillé comme les autres enfants, tu vas l'avoir. Travaille comme les autres, puis ça va aller. Je peux pas travailler comme les autres. En tout cas, je l'essayais souvent, mais ça n'a jamais marché. Fait qu'il mettait de plus en plus de pression. Fait que veux pas, ça fait des problèmes à la maison aussi. Jusqu'à 3e année primaire, les profs, ils disent, bon, t'es curieux de voir à l'école, fait qu'on va te faire passer, tu vas aller au secondaire, on est tanné de te voir ici. Fait que veux pas, ça casse la confiance à un enfant. On peut le dire. Fait que ça part de là, fait que, ouais, ça fait mon affaire, fais-moi passer, je m'en fous, je vais aller au secondaire, correct. Si vous voulez pas de moi, je veux pas de vous autres. Ben, je arrive au secondaire, mais là, c'est pas mieux. Quoi je fasse assis dans une classe? J'ai rien appris au primaire, fait qu'au secondaire, ça avance pas plus. Fait qu'un moment donné, ben, il m'embarque dans une pièce seule. Fait que je vais à l'école, il ouvre la porte, je m'assis, il m'embarque. Il vient de débarrer sur l'heure des midis. Je peux aller manger l'après-midi, il me rembarque dans ma pièce jusqu'à la fin de l'école. Ça me donne des titres. Comme qu'il disait tantôt, la rue, c'est pas un choix, c'est ça. Je voyais plus de porte de sortie, je voyais pas ma vie de continuer de même si j'avais 14 ans. C'est quoi je fous ici? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je souffre de même? Puis il n'y avait pas d'autre choix, fait que avec mes amis, mais on part dans la rue. Parce que c'est le choix qu'il y avait, sinon c'était peut-être le suicide, mais à cet âge-là, j'y pensais pas trop encore. Fait que ça part de là. Je tombe dans la rue à Montréal avec un de mes amis. Le premier petit bout, c'est pas si pire. À part, c'est le party tout le temps, puis il y a beaucoup de drogue. Puis un moment donné, ça revient à la même affaire. Là, tu fais juste souffrir, puis tu sens juste la souffrance, puis c'est plus le fun pantoute, puis c'est juste la dope à côté. C'est plus le fun. Un moment donné, tu as comme le goût de mourir, mais là, quand ça arrive pour de vrai, j'ai quand même ramassé à l'hôpital plusieurs fois. La première fois, j'ai pété une overdose. J'étais quand même fâché après le médecin. Christ de cave, pourquoi tu me ramènes à cette société-là? Il veut pas de moi. Tout le monde dans la rue, il me regarde pas, il m'envoie chier, les policiers, ils me battent, ils m'écœurent. Pourquoi tu me ramènes dans cette vie-là? C'est quoi t'as fait? J'étais bien. Bon, ça reste de même, là. Je retourne dans la rue. Puis là, c'est ça. Ça arrive une couple d'autres fois, mais finalement, je commence à penser à ça, puis je veux pas vraiment mourir. Mais là, je vois pas plus de portes de sortie. Mais j'essaie quand même un petit peu d'en trouver. Mais j'en trouve pas. Puis une fois, c'est ça. Je tombe sur des cours de jonglage puis tout qui offrent au monde dans la rue. Puis, je vais essayer ça, tu sais, j'ai rien à perdre, j'ai rien à faire à part de consommer. Ils me disent, ben, il faut que tu sois à jeun, sinon tu peux pas venir. Je peux l'essayer une fois, OK, on va voir c'est quoi. Finalement, moi, j'aime ça, ça me fait du bien.
Chaque 2 semaines, quand il y avait les cours, mais j'étais capable de rester à jeun. Puis ça me faisait du bien. Puis là, veux pas après ça, mais d'accord quand même dans le party pas mal, puis la vie avance, puis les problèmes, c'est mieux, c'est pas mieux, c'est la même histoire. Puis un moment donné, mais je tombe sur Point de rue. Je connaissais déjà le travail de rue un peu à Montréal ou à Drummond, whatever. Fait que par des amis, puis tout, j'avais déjà entendu parler un peu. Fait que je m'en ramasse à Trois-Rivières. Je dis, ah ouais, peut-être je vais avoir la chance de tomber sur quelqu'un ici. Là. Ça n'a pas marché ailleurs, mais peut-être ici. Mais sans trop d'espoir. Puis, tranquillement, pas vite, comme Phil il disait, mais là, il se crée un petit quelque chose, puis là, ça avance de même. Puis là, avec le projet à Madagascar, mais là, on part. Puis là, c'est vrai, pour la première fois de ma vie, rendu à Madagascar après une couple de jours, puis là, je me sentais vraiment tellement comme un humain égal aux autres humains. Ça fait tellement du bien. Tu sais, parce que c'est la première fois que le monde me regardait avec sans jugement, tu sais, il me regardait juste comme une autre personne qui avait les talents offrés que j'avais. Puis ça a tellement fait du bien dans mon esprit, dans moi. À partir de là, mais là, j'ai eu des rechutes après, mais j'ai toujours travaillé super fort après ça pour plus avancer, même si j'avais des rechutes, whatever. De continuer à battre parce que ça a tellement fait du bien de me faire respecter. Peut-être pas respecter, mais vu comme un autre humain égal avec les talents que j'avais. Après ça, je voulais juste tout le temps rechercher ça, puis j'ai commencé à battre dans la vie vraiment plus sérieusement. Puis c'est ça, il y a eu d'autres projets, puis je dis, moi, si ça me fait du bien même dans la vie, pourquoi je le donne pas aux autres de plus en plus? C'est ça que j'ai essayé de faire, de redonner l'amour, puis mon temps aux autres qui l'ont pas ailleurs, pour essayer de les accrocher à quelque chose. Puis pareil avec Point de vue, depuis que je travaille là, tu sais, des fois on pense pas, mais des fois c'est juste un petit geste, un petit bonjour, un petit câlin, tu tapes sur le dos, puis même si c'est pas grand-chose, des fois c'est ça qui fait la différence au bout de ligne. Fait que je veux juste essayer de redonner quoi j'ai eu parce que ouais, la vie c'est quand même important, puis c'est quand même beau à la fin de compte, même si on a déjà souffert beaucoup, il y a toujours de quoi de beau en quelque part. Fait que faut juste être à l'écoute des autres, puis d'être présent, puis c'est ça. En gros, c'est ça. Hein? Merci. Quand je vous disais en début de rencontre qu'il faut trouver une façon de chasser la haine, la colère en soi, avez-vous remarqué qu'on a un homme ici qui s'est fait écœurer beaucoup dans sa vie par bien du monde? Avez-vous remarqué à quel point il a réussi à chasser la haine, la colère? Avez-vous senti de la haine dans ce qu'il vous parle, dans son témoignage? Moi, ce que je sens, c'est de l'accueil et c'est de l'ouverture. C'est un homme que l'école a rejeté et qui, aujourd'hui, vient dans une université pour vous parler. Des hommes et des femmes comme Chad, il y en a plein. Votre profession, c'est d'ouvrir la porte. Puis une fois que la porte est ouverte, là, maudite gang de chanceux, là, vous voyez des gens comme ça ouvrir leurs ailes, s'émanciper. Vous faites le plus beau métier du monde. Faites-le avec passion, avec foi, avec cœur. Je vais demander à tous mes guérisseurs de venir en avant pour terminer. Chaque fois, ça fait pleurer. D'habitude, c'est moi qui pleure, qui dit. Êtes-vous toutes là? Êtes-vous toutes là? Je suis capable de faire mon petit chose en même temps? Bien raide. Personne ne se libère seul, personne ne libère autrui, les humains se libèrent ensemble. Merci de votre écoute.